Alors, bienvenue à ce webinaire qui pose une question un peu curieuse, qui a tué les enquêtes de satisfaction? On va commencer tout d'abord par se présenter. Et d'ailleurs, merci à Marie-Louise de nous accompagner. Aujourd'hui, on est très heureux de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Ouais, et je te laisse te présenter. Marie-Louise Julien, j'ai la spécificité de travailler pour et avec la marque depuis une dizaine d'années. Donc la marque, en quelques points, c'est une association qui réunit des professionnels de la relation client qui travaillent depuis notamment 13 ans à partager, mettre en commun des bonnes pratiques sur le management de l'insatisfaction client. Bref, cette idée bizarre qu'à partir d'une expression d'une insatisfaction client, un client demande à l'entreprise de mieux le satisfaire pour le refidéliser et améliorer le dispositif. Voilà, en quelques points. D'accord. Donc voilà, moi je m'appelle Aurélie Dagnac, je suis chef de produit écoute pour la solution d'enquête multicanal d'Eloquent. Alors, comme je vous disais, il y a une question sur laquelle on a un petit peu réfléchi, c'est qui a tué les enquêtes de satisfaction, mais en fait, c'est surtout qu'il y en a une autre qui sous-tend un peu le sujet, c'est les enquêtes sont-elles vraiment mortes? Alors, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, et on va essayer de mener quelques indices tout au long de la présentation. Alors, on va voir qu'il y a un premier indice sur les usages, en premier lieu, qui sous-tend un petit peu cette question-là. Un deuxième indice qui fait qu'on se pose la question, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des profils réclamants très complexes. Un troisième indice, et là aussi, la présence de Marie-Louise prend tout son sens, c'est qu'il y a une nécessité d'un management de la satisfaction aujourd'hui pour les entreprises. Et la conclusion de l'enquête, les enquêtes de satisfaction sont-elles vraiment mortes? Alors, un petit mot sur Eloquent, qui sommes-nous? Alors, on est expert de la relation client depuis 2001. On propose des solutions en mode SaaS, la première de centre de contact multicanal qui vous permet aux entreprises de dialoguer avec vos clients pour gérer toute la relation client entrante sur multicanal et ce de manière unifiée sur les canaux tels que l'email, le chat, les appels bien sûr entrants. On édite également une solution d'enquête multicanal qui elle vous permet d'écouter vos clients. Et ces deux solutions principales s'appuient sur de l'analyse sémantique automatisée qui vous permet d'analyser tout type de contenu textuel déstructuré issu de vos emails, de vos chats et de vos avis clients pour comprendre vos clients. Et enfin, on a une application de monitoring de parcours client qui en gros représente tout indicateur sorti de votre centre de contact ou de vos enquêtes multicanales. On parlait de CSAT tout à l'heure. Et ces deux solutions vous permettent d'agir sur votre client. Et puis on va voir aussi quelques clés à ce sujet au cours de cette présentation. Alors, je te laisse présenter Marie-Louise la marque. La marque, en quelques points, c'est effectivement une association qui a été créée il y a bientôt 13 ans à l'initiative d'entreprises qui souhaitaient mettre en place des services en relation client axés sur le traitement de la réclame. Et à l'époque, quand ces managers ont dû mettre en place ces services, ils se sont rendus compte assez rapidement qu'il n'y avait pas de lieu, qu'il n'y avait pas sur lesquels justement ces managers pouvaient échanger. Du coup, ils ont décidé de créer une association à but non lucratif, dont l'objectif est de professionnaliser le management de la réclamation client, c'est-à-dire essayer de structurer cette approche, cette intuition que derrière ces réclamations il y a des opportunités d'amélioration, essayer d'arriver à transformer ce fameux pépin en pépite, et puis également deuxième mission de l'association qui est professionnaliser, également promouvoir cette conviction. Et pour dépasser un peu le slogan, pour essayer d'opérationnaliser ce passage du pépin à la pépite, l'association organise différentes activités pour essayer de structurer justement la mise en place de services clients, identifier les bonnes pratiques pour mieux prendre en compte l'avis des consommateurs, mieux suivre par exemple ces réclamations, les exploiter. Et ce depuis 13 ans, à peu près 300 entreprises, du B2B, du B2C, du service et de l'industriel. Et puis, tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Et on a récemment publié un ouvrage qui s'appelle Management de la satisfaction client, dont on parlera tout à l'heure dans le cadre de ce webinaire, et qui est un ouvrage collectif qui a réuni à la fois des académiques, puisque l'association aime à se nourrir à la fois de la vision d'experts, surtout du domaine de la recherche. Donc, notamment dans l'ouvrage, on a pas mal de personnes du marketing, des associations de consommateurs qui ont contribué à cet ouvrage, et en même temps d'essayer d'incarner ces points de vue à travers des témoignages de professionnels, puis également des bonnes pratiques, des référentiels, différents insights. Ouvrage sur lequel aussi on s'est appuyé pour mener l'enquête aujourd'hui de qui a tué les enquêtes de satisfaction et sont-elles vraiment mortes. Exactement. Alors, indice numéro 1, ce qu'on va se permettre de poser un petit peu, c'est les usages.
c'est de se pencher un peu sur ce qui nous faut poser aujourd'hui cette question. Alors il y a des indices qui sont très visibles à l'œil nu, c'est les avis clients spontanés, les fameuses étoiles jaunes. On les voit de manière très visible aujourd'hui sur le web, et les avis clients spontanés qui sont déversés sur les réseaux sociaux, de type Facebook, Google+, Pinterest, Twitter et même Instagram. Je ne l'ai pas mis ici, mais il faudrait que les photos prennent de plus en plus de sens. Et qu'aujourd'hui, les consommateurs, de leur point de vue, il y en a 88% des individus qui consultent des avis d'autres consommateurs, de leurs pairs, des forums, issus des forums ou des blogs, avant de réaliser un achat en ligne. Donc on voit que, voilà, à l'œil nu déjà, il y a les avis clients spontanés qui viennent un petit peu, on va dire, prendre la place des enquêtes de satisfaction que vous pourriez, en tant qu'entreprise, solliciter. C'est voilà, une espèce de dualisme entre feedback collecté et le feedback spontané des avis clients. Donc ça, c'est un premier indice qui nous fait poser un petit peu cette question. Deuxième indice qui est visible à l'œil nu, c'est les marges d'erreur. On a aujourd'hui, vous voyez, le Brexit, alors je vous l'ai mis parce que c'est l'exemple le plus frappant, hein, en termes au niveau du référendum pour ou contre rester dans l'UE. Les Anglais, voilà, il était prévu que potentiellement ils allaient rester, et on voit qu'il y a une remise en cause de la fiabilité de la méthode des quotas et de la représentativité. Et qu'est-ce qui sous-tend ça? C'est la représentativité des panels. Donc là, on est juste sur les enquêtes pures. Au niveau du panel, on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des marges d'erreur, et que ça peut aussi remettre en cause un petit peu le postulat des enquêtes en tant que voilà, moyen fiable, mais sur la base de panels voilà, qui ne sont pas forcément représentatifs. Les indices cachés, il y a un côté course aux étoiles un peu. Alors Marie, tu vas nous en parler, au sein des entreprises, où effectivement on observe des effets un petit peu de domino qui fait que le consommateur final va être sursollicité par les enquêtes. Alors Marie, tu avais une petite anecdote sur le sujet à partager. En fait, le point, c'est que si on revient en arrière, il y a 13 ans, je me rappelle quand on a créé l'association, participé aux premiers échanges avec le bureau, le conseil d'administration et puis plus largement avec tous les adhérents. Le client était quand même vraiment le grand oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à tous à chanter sur toute la gamme que le client est au cœur de l'entreprise, au cœur de la stratégie, blablabla et blablabla. C'est quand même quelque chose d'assez récent qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup encore si j'ose dire, de bonnes intentions, mais on n'y est pas encore complètement. Et on est passé d'un rien à tout, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, sonder le client, solliciter son avis, c'était quelque chose qui paraissait en tout cas assez original, assez singulier. Et aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel site internet, vous avez n'importe quelle relation commerciale avec un fournisseur, vous allez être probablement exposé, j'ai envie de dire, à peu près 2, 3, voire 4 enquêtes de satisfaction sur la manière dont s'est passée la commande, la manière dont vous avez été informé entre le moment de la commande et la réception, la manière dont vous avez accusé réception de la commande si vous avez été livré, ensuite la manière dont vous avez été satisfait ou non de l'usage du produit. Et donc on est passé effectivement d'un rien à tout, et donc aujourd'hui il y a une sursollicitation des clients à ces enquêtes de satisfaction. Ça c'est effectivement un premier point, donc savoir finalement comment gérer et bien doser justement cette sollicitation du client, puisque voilà, les entreprises doivent à la fois se nourrir de ces feedbacks clients et en même temps ne pas les sursolliciter au risque de les épuiser et finalement de n'avoir que très peu de retours. Et puis cette notion de course aux étoiles, ou on pourrait même dire la guerre des étoiles, parce qu'aujourd'hui on est sur une économie qui est de plus en plus basée sur la recommandation, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, les entreprises sont parties finalement et sont toutes parties dans une course à la recommandation pour avoir du 5 étoiles, parce qu'on sait que si on a une bonne note sur Google, si on a une bonne note sur TripAdvisor, en gros c'est 13% de chiffre d'affaires en plus par étoile acquise. Donc la question, le questionnement, c'est effectivement aujourd'hui l'étoile, cette course aux étoiles devient finalement une finalité plus que la réelle volonté de l'entreprise de savoir comment va vraiment être vécu, perçu ce parcours client, cette expérience client. Et donc la difficulté, c'est à la fois d'aller sonder ce client, ne pas le sursolliciter, mais ne pas non plus oublier quelle est finalement la finalité du pourquoi on va prendre le pouls du client. Et nous, dans la relation client, l'objectif de cette prise d'information, cette quête d'information, il nous semble important de rappeler que c'est pour permettre à l'entreprise de pouvoir améliorer son expérience client, savoir ce qu'attend son consommateur et ne pas tomber dans un fameux rien à tout. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est simplement de pouvoir arborer 5 étoiles sur un site internet ou sur une plaquette commerciale. Voilà, donc on est parti d'un braquet peut-être un petit peu du rien à tout sur lequel il nous semble devoir être attentif.
Et puis après, il y a aussi un autre point, mais qui est aussi lié aussi finalement à l'usage que peuvent avoir nos entreprises de ces notes, ou peut-être que j'anticipe le sujet d'après, mais qui est notamment sur des éléments de rémunération qui peuvent poser question. Et bon, je crois que c'est un des points qu'on abordera ensuite. Voilà, donc une vigilance sur cette course aux étoiles qui n'est pas une finalité. D'accord, merci. Alors, il y a un indice numéro 2 qui nous a fait poser la question, qui a tué les enquêtes de satisfaction? Alors, c'est surtout, est-ce qu'elles sont vraiment mortes? C'est qu'aujourd'hui, le constat, et vous l'expliquez super bien dans le livre, c'est qu'on a affaire à des profils réclamants très complexes et qu'on ne va pas les traiter de la même manière. Et ces profils réclamants complexes font qu'on va se poser quelques questions, enfin, en tant qu'entreprise, hein, j'imagine, de savoir un peu comment les traiter. Alors, on va passer sur, voilà, si tu peux nous parler un petit peu de cette typologie des comportements de clients auxquels on peut avoir affaire. Sur l'ouvrage Management de la satisfaction client, on a essayé, comme je vous le disais, d'embarquer à la fois des points de vue d'académiques pour porter à la réflexion notamment sur les notions des études, et en lien notamment avec les plateformes. C'est un travail accompli par Benavent, le point de vue des consommateurs, etc. Et on s'est dit, finalement, on parle beaucoup de la manière dont l'entreprise doit se positionner par rapport aux clients dans sa stratégie, mais concrètement, comment on va répondre à ces consommateurs. Et à ce titre-là, on a donné la parole à un de nos adhérents qu'on aime beaucoup, qui est Laurent Garnier de la société KPAM, et qui est une société sur l'analyse linguistique, et qui a développé il y a quelques années, notamment à l'occasion d'une de ses interventions lors d'une convention à marque, finalement une grille, une typologie des comportements de clients réclamants, et il en a identifié une dizaine à partir, je crois, d'1 million d'analyses de courriers, de mails conso. Et c'est les 10 typologies que vous pouvez voir sur votre page web. Donc là-dedans, vous avez un graphe qui peut se lire, comme vous pouvez le voir, entre à la fois sur le côté gauche des personnes qui peuvent être très émotionnelles, sur la droite des personnes qui ont un comportement très rationnel, au contraire, dans le management, dans leur expression de réclamation. Et puis vous avez également sur la courbe des abscisses, cette fois-ci, tout en haut, la notion de confiance. On a encore et heureusement des clients qui ont confiance dans nos marques. Et puis également une certaine défiance. Ce sera sur la zone, j'allais dire la zone sud, moi, dans le bas du graphe. Et là, vous avez donc ces 10 typologies. Je pense que vous devez vraisemblablement penser à certains clients ou à certains types de contrats ou certaines relations, certains de leurs feedbacks. Vous avez notamment le cocu. Alors on va être dans la notion d'émotionnel. Moi, la relation client, j'aime beaucoup aussi faire le parallèle avec la relation de couple. Puisque finalement, quand on va réclamer ou faire part à son conjoint, son épouse d'une insatisfaction, c'est qu'il y a encore de l'amour. Moi, c'est quand on ne réclame plus finalement que l'histoire est peut-être finie et que, hélas, il y a un problème ou un vrai problème. Donc, quand on a une certaine confiance, une confiance certaine, et qu'on va dans une relation assez émotionnelle, finalement, on va exprimer une déception, et ça va se voir par une espèce de lien très affectif avec la marque. Je suis client chez vous depuis longtemps, j'aimerais pouvoir échanger avec vous. Voilà, c'est ce type de verbatim qui va revenir. Et puis qu'est-ce qu'il faut mettre en face? Ça va être effectivement du relationnel. À l'opposé, vous avez le négociateur qui lui va être très rationnel dans son approche, en même temps qu'il va avoir une confiance certaine. Et lui, très clairement, ça va être, voilà, vous me devez, sur une telle prestation de tant d'euros, vous avez fait un bug, vous allez devoir me rembourser mon téléphone parce que votre ligne téléphonique est facturée à temps, j'ai passé tant de minutes, vous allez également me rembourser le recommandé qui accompagne ce pli. Donc là, ça va être d'anticiper notamment la notion du geste commercial. Donc voilà, c'est ce type de... En quelques mots, parce qu'il y a plusieurs pages qui sont consacrées à ces différentes typologies que vous pouvez découvrir dans le bouquin, et je vous dis ça de manière assez sereine, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre pour accéder à l'intégralité de ces pratiques, puisqu'elles ont été publiées la semaine dernière et il y a 2 semaines dans différentes revues du l'édition Edicialis, qui est connu à travers ses magazines, que ce soit Action Co, Relations Clients Mag, ou encore L'Entrepreneur et Chef d'entreprise, voilà, qui ont consacré 2 articles sur lesquels vous pourrez trouver le détail de ces comportements de clients réclamants.
Tout à fait. Donc on parlait du négociateur, hein, qui le profil un peu plus répandu, qui toute forme d'interaction, c'est un enjeu pécunier pour lui. Ouais. Donc on a parlé aussi du ça ne sera peut-être pas le plus répandu, le négociateur. Le plus répandu, ce qui sort en tout cas beaucoup de plus en plus, c'est la notion du maître chanteur. L'affabulateur, c'est... Alors l'affabulateur, ça doit être encore autre chose. C'est celui qui, lui, va vous raconter sa réclamation par le menu et à quel point il a eu tous les problèmes du monde liés à un petit bug au départ, et donc il va être force de détail sur tous ces dysfonctionnements. Donc lui, voilà, il va falloir le rassurer dès le départ, lui dire que tout ce qu'il a pu vivre en dehors du service client était quelque chose d'extrêmement marginal et que vous allez vraiment l'écouter et apporter des réponses très concrètes à son problème. Non, celui qui semble sortir de plus en plus, c'est effectivement le maître chanteur. Encore il y a quelques années, finalement c'était assez faible le nombre de clients qui demandaient une réparation, ou en tout cas qui demandaient un geste commercial en plus du remboursement de la prestation ou du produit défectueux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Je sais qu'il y a certains secteurs, Laurent le met dans le livre, je crois, où on dépasse les 80%. Là, on était encore à peine 15% il y a moins de ce profil, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose qui explose. Donc il faut savoir. Et l'idée de cette cartographie, et je vous le dis d'autant plus à l'aise que vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin pour avoir toutes ces espèces de quick wins. Vous pouvez les voir sur Action Co, Relations Client Mag. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est de vous permettre finalement, à partir de quelques clés, d'identifier quel est le profil de comportement de client réclamant, quelle est la logique qui sous-tend la réclamation, pour pouvoir y apporter une bonne réponse. Le but, c'est pas de vous dire, vous allez sortir la bombe à brouillard, il y avait quelques éléments de langage, vous allez réussir à embobiner votre consommateur. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez être à la fois vous plus efficace en tant que responsable de la relation client ou opérationnel dans l'identification des attentes précises de votre client, et de pouvoir actionner les clés de réponse qui vont faire tilt chez cette personne, parce que finalement, pour certains, c'est plutôt l'argument financier qui va porter, d'autres, ce sera plutôt la considération, d'autres, c'est au contraire une personne qui est vraiment là pour vous aider. Donc c'est presque, si vous lui proposez quelque chose de financier, ça peut être vécu de manière presque insultante, parce que c'est pas ça qu'il veut, ce consommateur. Lui, au contraire, c'est plutôt vous aider. Donc c'est vous permettre d'améliorer votre produit, voire d'être source d'innovation. Il est là vraiment comme c'est un contributeur. Il faut le reconnaître comme tel, donc il faut vraiment le remercier. Ça peut même être aussi de l'identifier, de le mettre de côté et se dire, voilà, j'ai des focus group, j'ai des activités qui me permettent d'intégrer mon client dans l'identification de nouveaux produits, de nouveaux services. Voilà, lui, il vient apporter a priori une réclamation pour dire qu'il n'est pas content, mais il vient surtout proposer une solution. Donc il vient vous proposer une solution, vous le remerciez, vous le reconnaissez, et puis pourquoi pas, vous allez plus loin. Derrière, vous l'invitez à participer à de la co-construction. C'est pas qu'un mot à la mode, c'est quelque chose qui se fait réellement dans des boîtes. Vous allez voir Decathlon, c'est quelque chose qu'ils font de manière extrêmement quotidiennement dans leur lab. Ils vont inviter, alors aujourd'hui de plus en plus, on ne parle pas des clients de Decathlon, on parle des sportifs qui vont accompagner. Donc on va, avec une communauté de pairs, développer les services de demain, les produits de demain. Bref, il y a plein de trucs super intéressants que dit notre ami Laurent, et qui est une fois de plus crédible, puisque c'est à partir de, je crois, plus d'1 million, donc c'est plus que représentatif. Alors ça, effectivement, c'est vrai que c'est quand on va dire les réclamants s'expriment, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, il y a un indice où on a voulu un peu vous sensibiliser, c'est que aujourd'hui, tout le monde, et tu viens très bien d'en parler aussi, ressent, tout le monde, je parle en tant qu'entreprise, ressent une nécessité d'un management de l'insatisfaction. Et il faut voir que là, effectivement, on a parlé des profils réclamants qui s'exprimaient, etc. Mais il y a aussi des clients silencieux. Et aujourd'hui, la probabilité d'un bouche à oreille négatif, il est de 72% pour des clients non réclamants, c'est-à-dire qui ne disent rien. Et cette population-là, il ne faut pas non plus l'oublier, il faut aller quelque part, entamer une conversation et aller la chercher. Pourquoi? Alors, parce que le traitement de l'insatisfaction, alors effectivement, il faut la mettre au profit de la rentabilité. Alors là-dessus, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec la marque sur ces sujets. C'est d'augmenter tout d'abord les comportements positifs. Pourquoi? Pour renforcer tout d'abord la confiance, qui va entraîner de la fidélité, c'est-à-dire de l'attachement à la marque, et par effet domino, un bouche à oreille positif.
Alors la fidélité va directement agir sur la baisse de la sensibilité au prix. C'est-à-dire plus vous allez créer d'attachement et entre guillemets d'amour entre vous dans votre relation avec votre client, moins il sera sensible au prix. Il va vous passer des choses au niveau du prix. Le bouche à oreille positif, lui, il va influer sur plusieurs niveaux. D'abord la réduction des coûts, c'est-à-dire que vous allez devoir moins dépenser pour maintenir une relation correcte avec votre client. Aussi, ça va faire en sorte que si vous avez une belle image de marque, une belle réputation, moins de sensibilité au prix, plus de tolérance à point de vue du client final. Et enfin, du réachat, multiplier les achats, qui va pouvoir... voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier pilier, c'est la confiance. Ouais, je vais juste revenir parce qu'il y a un commentaire de Paul. Oui. Sur 72% des silencieux ont une opinion négative. Non, en fait, les 72%, c'est qu'on a 72% des personnes qui sont insatisfaites ne réclameront pas. Ne diront rien. Voilà. Donc en fait, nous, c'est ce qu'on appelle au sein de la marque les passifs flingueurs. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une telle défiance à l'égard de votre marque que finalement, elles n'ont aucune envie de s'adresser à vous parce qu'elles estiment que vous ne reviendrez pas, vous ne saurez pas les resatisfaire. Voilà. Donc pour nous, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce que dit Aurélie. Le management de la satisfaction client commence quand vous avez cette bouteille à la mer qui est adressée par le consommateur réclamant. C'est pour ça qu'au sein de l'association, pour nous, une réclamation, c'est probablement la plus belle preuve d'amour, quelque part. En tout cas, c'est la dernière opportunité, la dernière chance pour transformer un pépin en pépite. Et j'ai envie de dire, si le client ne réclame pas, on va transformer le pépin en parpaing. Et là, clairement, c'est la fin de la relation et c'est game over, quoi. Donc l'idée, c'est en gros d'aller un petit peu les chercher. Alors on reviendra dans les conclusions de l'enquête, mais effectivement, merci Marie d'avoir relevé ce point. Non, merci Paul. Merci Paul. Merci Paul. Alors le traitement de la satisfaction au profit de la rentabilité, c'est aussi, en tant qu'entreprise, viser à réduire les comportements négatifs pour éviter... Alors la première chose, c'est les comportements de vengeance, qui lui, en fait, va avoir de l'incidence sur le bouche à oreille négatif. J'ai envie de me venger, donc je vais, comme tu disais bien, un peu flinguer la marque, mais là, de manière très spontanée sur les réseaux sociaux, et je vais m'en servir. Et les comportements de vengeance peuvent aussi entraîner la volonté de mener une action juridique. Et là-dessus, il faut vraiment s'attacher à réduire tout ça. Qu'est-ce qu'on va vouloir éviter aussi? C'est la perte du client, qui va lui directement vous faire perdre du chiffre d'affaires tout simplement. On voit que le bouche à oreille négatif, donc lui il faut l'éviter afin de augmenter les coûts de conquête, augmenter les coûts il va pouvoir entraîner une hausse des coûts de la relation client, une perte d'autres clients, puisque ça se diffuse très vite, comme des nuées de poudre, et donc du coup, on est influencé beaucoup par nos pairs, donc ça peut vraiment avoir des influences catastrophiques sur l'ensemble de votre portefeuille client. Aussi, ça va vous entraîner une perte de chiffre d'affaires et une perte d'image de marque. Alors celle-ci, donc c'est le bouche à oreille négatif va y contribuer, mais une action juridique aussi, quand on va témoigner devant 60 millions de consommateurs et mener quelque chose contre une marque. La perte d'image, elle est fatale. Alors, pour y remédier à tout ça, parce qu'effectivement, ce sont des constats, c'est que traiter l'insatisfaction, il faut la mettre au profit de la rentabilité. Je vais laisser la parole à Marie pour nous partager un petit peu autour de ça. Comment est-ce qu'on fait pour traiter... juste avant, tu en peux revenir en arrière. Oui, bien sûr. Et juste, nous, là-dessus, sur ce sujet, si j'avais... on se rejoint sur tout. Nous, c'est vrai qu'au niveau de l'association, si on devait... sortir 3 points finalement du pourquoi le management de l'insatisfaction client, on pourrait partir d'un constat. Le premier, c'est que beaucoup d'entreprises se sont mis finalement à prendre en compte l'insatisfaction, à aller traquer la réclamation des consommateurs, finalement plutôt par crainte du digital. Nous, c'est vrai qu'au niveau de la marque, on a vu assez rapidement finalement les réseaux sociaux comme une véritable opportunité pour la profession des managers de la réclamation client. Pourquoi? Parce que pendant des années, on pourrait presque dire pendant des décennies, on a essayé en interne de sensibiliser nos confrères à la fragilité finalement de nos marques. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas ne pas prendre en compte les feedbacks des consommateurs. On ne nous a pas écoutés, si j'ose dire, pendant des années. Et le digital et les réseaux sociaux ont permis de donner finalement la voix aux clients. Et pour nous, c'était une opportunité finalement pour les services clients, du coup, de presque, j'ai envie de dire, de mettre en avant un peu ce risque de réputation, ce risque de fragilité de la marque pour être écouté. Mais ça, c'est entre guillemets un argument de circonstance. Comme tu le disais, pour nous, la réclamation client, elle a une véritable chance sur 3 niveaux. Le premier, c'est que la réclamation, qu'on disait, c'est un moyen de finalement
d'améliorer le produit. Mon client, quand il exprime son insatisfaction, c'est qu'il attend mieux, donc c'est une capacité d'améliorer le produit, le service, et pourquoi pas d'aller effectivement jusqu'à l'innovation. Donc la première chose, c'est une source d'innovation. La seconde chose, quand on améliore, on resatisfait, donc c'est une source de rentabilité financière, et c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, bien gérer sa satisfaction ou mieux resatisfaire, c'est aussi une capacité à soigner sa marge nette, son résultat net. Il y a plein de boîtes qui avaient cette intuition, cette conviction. Nous, on a un super trésor, j'ai envie de dire un super cadeau, c'est Trustin Finance, qui est un fonds de placement financier qui est français, donc disons-le, Cocorico, et qui a mis en place un fonds qui est structuré autour d'entreprises qui sont clairement orientées clients. Et ce que cette boîte a embarqué dans l'élaboration de ses produits financiers, c'est de se dire toute la littérature, notamment américaine, met en avant une meilleure rentabilité, profitabilité de ces entreprises qui sont tournées clients, donc structurons des produits financiers autour de ces entreprises. Et le constat, c'est que sur un peu moins des 10 dernières années, ces fonds financiers performent plus du double que les autres produits financiers qui sont sur des entreprises à profil équivalent en dehors de cette orientation client. Donc pour nous, ça vient complètement valider le fait qu'une entreprise qui est orientée client, qui va resatisfaire son consommateur, qui va vraiment essayer de l'accompagner pour une meilleure satisfaction, est vraiment source de rentabilité financière. Donc ça, c'est le deuxième point. Le premier, levier d'innovation. Deuxième point, levier de rentabilité, profitabilité. Et le troisième, c'est également comment pouvoir finalement mobiliser cette voix du client en interne. Et finalement, comment la voix du consommateur doit et peut être aussi une aide, notamment au management, pour faire évoluer les pratiques et pour essayer de changer la vision qu'on peut avoir vers le consommateur, qu'on a trop souvent vu comme un empêcheur de tourner en rond. Et du coup, non pas de manipuler cette voix du client, mais de l'utiliser d'une manière saine pour essayer de changer des comportements, des attitudes. Et donc c'est le troisième point, c'est d'aller justement comme une source, un levier de transformation. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 points. Donc c'est pour ces 3 points-là, source d'innovation, de profitabilité et de transformation, que le management de la réclamation client a tout son intérêt. C'est au-delà du traitement, comment je vais utiliser ces informations en tant que manager, management de l'insatisfaction client. D'accord. Et donc pour accompagner ce management de l'insatisfaction client, il y a quelques pratiques que vous pourrez effectivement trouver dans l'ouvrage, mais qui sont pour beaucoup souvent des pratiques de bon sens. Pour ça que la première, celle qui moi me semble la plus, je ne sais pas si c'est la plus intéressante, mais moi c'est une de celles qui me parle le plus, c'est finalement rédiger et partager en interne les définitions de ce qu'est une réclamation. C'est-à-dire que très souvent on va parler de choses sans forcément avoir des idées très claires derrière. Donc le fait qu'une entreprise définisse ce qu'est une réclamation client, c'est un moyen très clair et c'est une ambition politique de la part de la direction de nommer les choses. Et le fait qu'une définition ait lieu et qu'elle soit co-signée ou portée par l'ADG, c'est un moyen de sortir la réclamation du placard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette définition, quelque part, on reconnaît que la réclamation est quelque chose d'inhérent à la relation commerciale entre cette marque et l'ensemble des clients. Et le fait de définir ce qu'est une réclamation, d'avoir souvent, il y a une définition officielle qui est souvent portée par un membre du COMEX ou du CODIR, c'est un moyen de dire aux équipes, voilà, la réclamation est inhérente à toute relation client. Comme dans une relation de couple, des fois, il peut y avoir des bugs. Et si on nomme ces bugs, si on dit que ces bugs ils sont normaux, ça fait partie de la vie presque de tous les jours, de toute relation, ça va favoriser l'expression de ces réclamations. Et donc, ça va permettre d'entraîner l'entreprise dans une quête d'identifier ces irritants pour ce qu'on disait derrière, innover, plus de profitabilité, etc. Dans les bonnes pratiques, c'est du coup comment peut-être accompagner l'ensemble de l'entreprise à sensibiliser les collaborateurs à ce qu'est justement une réclamation, comment on peut l'accompagner. Et là, il y a plein de choses qui peuvent être facilement mobilisables, notamment il y a des petites vidéos qui circulent sur la relation de couple et la relation client. Moi, je peux que vous inviter à aller les chercher sur Internet, notamment il y a une super pub de Microsoft pour vanter les mérites de son produit et qui en fait met en scène à la fois un client, donc c'est le mec où c'est marqué consumer, bref, l'annonceur, et puis la femme
et le client, et vous avez un discours de sourd entre l'annonceur et le client. Et je trouve que le parallèle, une fois de plus, entre la relation de couple et la relation de marque est génial. Et en 2 minutes, je pense que vous direz beaucoup mieux que ce qu'on pourra le faire en 1 heure de webinar ce matin. Donc voilà, par l'humour, on peut faire passer des messages. On peut désamorcer aussi des conflits. Exactement. Et puis voilà, vous avez une formation d'intégration de nouveaux collaborateurs. Mais voilà, c'est aussi d'intégrer le service client comme quelque chose de normal qui est dans la relation entre la marque et le consommateur. Je sais que l'IDTGV, en son temps, et pas que, ont mis en place le service conso comme un des points de parcours de l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je sais que Bonduel l'a fait également. Voilà, c'est un moyen de faire écouter aussi le client à ces personnes qui viennent rejoindre l'entreprise et de se dire, voilà, ici on écoute tout. On écoute les satisfactions, on écoute aussi les insatisfactions. Et ça, c'est peut-être le quatrième point, c'est aussi ne pas s'attarder uniquement sur la réclamation, mais montrer aussi l'expression du consommateur dans sa pluralité. Et le client, certaines fois, et heureusement, il ne nous contacte pas que pour réclamer ou exprimer une insatisfaction. Certaines fois, il nous contacte aussi pour partager des feedbacks positifs. Et là, je vois encore, on se baladait chez Newell Waterman, donc à Nantes, à l'occasion d'un club Grand Ouest, et vous aviez le mur des félicitations, où il s'agit d'afficher les retours clients positifs exprimés à l'issue du traitement d'une réclamation. Là, on va être sur des produits qui sont assez émotionnels. Vous avez le stylo plume du monsieur qui a 60 ans et qui l'a peut-être reçu à sa première communion ou je ne sais quel événement, ou avec lequel il a signé son contrat, peut-être son contrat de divorce, en de mariage, il veut le garder. Eh bien, voilà, vous avez su l'accompagner sur un événement émotionnel. Au service client aussi de montrer quelque part que le client, quand il réclame, c'est pour que la promesse soit respectée, et quand vous arrivez à remettre cette promesse au bon endroit, eh ben, il peut exprimer de la gratitude. Cette gratitude, ne la gardez pas que pour vous. N'hésitez pas à l'afficher. Moi, c'est ce que Newell a fait. Je sais qu'IDTGV, on parlait d'eux, avait fait leur mur des félicitations aussi. Voilà, donc partagez ces feedbacks positifs. Et puis il y a aussi des entreprises qui partagent positif, mais aussi, non pas des coups de gueule, mais les frustrations. Et c'est ce qu'Humanis avait mis en place. C'est une pratique que je trouve géniale aussi. Eux, ils avaient carrément invité des clients qui avaient été insatisfaits de la réponse faite à leur réclamation initiale. Alors, c'est pas par masochisme, bien évidemment, mais c'était un moyen pour le service client de montrer à l'ensemble de l'entreprise que quand un client est insatisfait de la réponse, c'est pas uniquement parce qu'il est têtu ou qu'il va absolument avoir raison, mais que certaines fois, ça va jouer sur des détails. Et donc, Humanis avait fait participer, je crois, 8 clients à l'occasion d'un grand séminaire, 8 clients, qui portait sur une matinée auprès du top 200 du groupe, des 200 plus gros cadres d'Humanis, et chacun de ces clients venait exprimer ce qui manquait finalement dans la réponse apportée. Et ça avait été génial parce que ça avait permis à ces 200 grosses pesées du groupe, que ce soit du marketing, de la compta, de la R&D, peut-être de la paie, etc., de pouvoir aussi visualiser ce qu'est un client. Parce que souvent, le client, on va en entendre parler comme d'une simple data, comme uniquement un numéro de contrat. Là, ça permet vraiment d'incarner, de se rendre compte que derrière le numéro de client, il y a une personne. Et que cette personne, certaines fois, ce qu'elle attend, c'est peut-être juste du bon sens. Et ça, c'est des pratiques qu'on peut mettre en place pour essayer de faire écouter cette voix du client. Puis il y en a une aussi de pratique que j'adore, mais il y en a, je crois qu'on en a un peu plus d'une centaine sur notre site bonnepratique.amarque.asso.fr, c'est ce que vous avez pu voir en début de site. Et notamment, il y en a une, c'est célébrer ses victoires par de la musique. Et là, notamment, c'est la société Cabane, qui est une des filiales du groupe ADO, et qui a mis en place un système tout simple. Dès qu'ils ont un 10 sur leur NPS, le marketing, en l'occurrence, appuie sur un petit bouton magique et résonne dans tous les entrepôts de cette marque une musique et qui est là pour célébrer la victoire. Et donc, ça permet finalement de rappeler à tous les collaborateurs qui vont au quotidien faire la qualité du service, qui vont faire des efforts. Et là, on est dans une société d'économie d'énergie, donc vous avez des emballages qui vont être envoyés auprès de clients. Et là, en l'occurrence, ces personnes vont conditionner notamment des cheminées, etc. Et c'est aussi les remercier et redonner du sens finalement à ce qu'ils font au quotidien. Et donc leur rappeler que le carton qu'ils sont en train de préparer va être adressé à une personne et que ce qui est fait est bien fait au moment T et pour procurer une plus grande satisfaction. Voilà, quelques pratiques sur comment manager la satisfaction, l'insatisfaction
des consommateurs. Merci Marie-Louise pour ces échanges, pour ces best practices. J'espère qu'elles vous ont intéressé. Donc, on revient en conclusion en fait, de l'enquête. Les enquêtes de satisfaction, est-ce qu'elles sont vraiment mortes? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a vraiment tuées? En fait, ce qu'on a essayé vraiment de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que les enquêtes, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Au vu de tous les indices qu'on a récoltés au cours de ce webinaire, la vraie solution, c'est vraiment un dispositif d'écoute client global. Oui, on va collecter une mesure et un verbatim qui explique cette mesure, mais le fait de pousser une enquête, c'est une conversation à entamer avec quelqu'un. Il ne va pas falloir oublier d'y répondre quelque part en cas d'insatisfaction détectée. Et surtout pour vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir y retrouver 3 leviers d'action. Alors, le premier point, donc on en parlait aussi beaucoup, c'est un levier d'action donc managérial, c'est-à-dire utiliser la note et le verbatim au sein et les diffuser au sein de vos équipes pour les motiver, pour les impliquer. Donc ça, c'est d'un point de vue, C'est identifier aussi les problématiques récurrentes, si en cas d'enquête post-appel au service client. Si vous observez qu'il n'y a pas de résolution à l'appel de vos clients, c'est les motifs qui seront ressortis. Vous allez pouvoir analyser, savoir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour que les conseillers de vos centres d'appel puissent mieux répondre. Donc c'est vraiment accompagner les équipes et leur faire aussi, leur mettre à disposition en fonction de leur périmètre d'analyse et de leurs droits, des verbatim clients pour les motiver et les impliquer. Un autre levier d'action, c'est le levier, on va dire, opérationnel. Comme je vous disais, une enquête, c'est vraiment le prendre sur un point de vue vraiment dispositif d'écoute client, c'est vous solliciter quelqu'un. Vous prenez un petit peu de son temps pour avoir son avis. Donc, il faut avoir un retour. Si vous avez une insatisfaction qui est détectée, il faut prendre le pas dessus et gérer ces actions correctives, gérer cette boucle de retour s'il y a une insatisfaction qui est détectée lorsque vous sondez vos clients. Donc ça, c'est d'un point de vue très, très opérationnel pour le client, mais après aussi pour les équipes. Si vous détectez que des conseillers peuvent avoir une note très basse, c'est vraiment de les accompagner aussi, eux, savoir ce qui bloque, ce qui les freine dans leur travail au quotidien. Et dernier levier d'action, c'est le côté vraiment stratégique. C'est, comme on disait, c'est faire entrer aussi la voix du client, le dispositif d'écoute client, c'est faire entrer cette voix au sein de même la direction pour impliquer le top management dans ce que vivent leurs propres clients. C'est vraiment de rapprocher ces deux sphères pour qu'elles soient vraiment au même niveau. Et c'est le partage de cette voix du client qui va pouvoir vraiment faire que toute l'entreprise, dans toutes ses couches, sera orientée client et aura une culture client. Stratégique aussi puisque c'est une data, et une mesure, un verbatim qui explique à la base. Donc, vous avez vu, il y a 3 leviers d'action qu'on peut retirer. Et stratégique, c'est aussi d'un point de vue poser un plan d'amélioration continue. C'est vous écoutez en continu vos clients, mais il faut s'en servir pour améliorer l'entreprise dans sa globalité. Tu voulais dire quelque chose, Marie? Revenir peut-être sur 2 choses. Pour rendre à César ce qui est à César, les bonnes pratiques ont été coécrites par les adhérents et sur le guide de bonnes pratiques. Mais le point, c'était surtout de revenir sur ce qu'évoquait, je crois que c'était Paul. Oui, la question, c'est, ou du moins le challenge, et c'est un vrai défi, c'est de ne pas effectivement sur-solliciter. Ou en tout cas, quand on sollicite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est expliquer clairement à quoi ça va servir. Et là-dedans, c'est aussi donner du feedback. Et finalement, vous nous avez fait part d'eux. Et ne pas hésiter à revenir derrière pour expliquer à quoi a servi la réclamation. Et ça, là-dedans, ça me fait penser à General Mills, où une autre bonne pratique, c'était une entreprise qui est dans l'agroalimentaire. Bref, il y a des changements de recettes. Donc, gustativement, des signaux faibles avaient été identifiés. Et suffisamment pour que cette grosse boîte, c'est une grosse boîte américaine, c'est General Mills, Häagen-Dazs, etc. qui sont derrière, et ils avaient repris la recette initiale parce qu'il y avait eu des signaux faibles qui laissaient entendre que la recette précédente avait été préférée. Et la bonne pratique, c'est moins qu'ils soient revenus sur la précédente recette que d'être revenus vers le consommateur derrière en disant vous nous avez exprimé votre satisfaction, ou plutôt votre insatisfaction, votre déception, votre regret d'un changement de recette. Merci de nous avoir fait part de votre feedback, car ça nous a permis de revenir sur la recette précédente. C'est à chaque fois finalement redonner du sens et cette fameuse boucle, reboucler pour aller sur du concret. Tout à fait.
Alors voilà, ce qu'on veut vous faire passer aussi, c'est de passer de la posture un petit peu de l'avis déclaratif, votre avis compte, à celui qui va changer les choses. Quand vous sollicitez aujourd'hui vos clients par enquête de satisfaction, c'est vraiment de vous mettre dans une posture, c'est pour que votre avis soit pris en compte. C'est le message qu'on veut vous faire passer également, c'est qu'il est très important de ne pas juste collecter et laisser l'avis comme ça, de côté, sans l'exploiter du tout. Il y a un vrai postulat à avoir, et ça c'est vrai que c'est une culture qui doit être diffusée au sein des entreprises. Alors juste un dispositif d'écoute de la voix du client, qu'est-ce que ça se pousse de faire, hein? Alors bien sûr vous avez le moyen, ce sont les enquêtes, mais le but final, l'usage pour vous, c'est d'apprendre de vos clients, de comprendre vos clients, d'agir pour votre client, de suivre les indicateurs collectés. Donc on parlait tout à l'heure du CSAT, hein, de l'indice de satisfaction, mais aussi du NPS, qui est un score de recommandation pour montrer à quel point est-ce que vos clients sont attachés à votre marque ou pas. Et enfin, enrichir la connaissance client. Alors on va juste vous donner quelques clés pour savoir à peu près en quoi ça consiste. Et le tout sur ce dispositif, on en a parlé, c'est de gérer la sursollicitation client, la pression client. C'est-à-dire ne pas interroger un même client plus de N fois tous les 2 mois, par exemple. Voilà, c'est des règles à poser. Alors, elles sont très variables aussi en fonction de l'expérience vécue, et voilà, mais il faut les poser, ces règles, pour pouvoir ne pas, déjà que les enquêtes puissent continuer tout simplement aussi à vivre, hein. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'apprendre de vos clients? Tout simplement, c'est collecter, c'est faire de la collecte cible en continu des avis clients, de leur niveau de satisfaction et d'attachement, hein, via le niveau de satisfaction de l'indicateur, c'est le CSAT, et d'attachement, c'est le NPS, le score de NPS, hein, où vous allez déduire votre pourcentage de détracteurs, le pourcentage de promoteurs. Et voilà, c'est le fait de faire de la collecte cible en continu au moment clé du parcours client, hein. Vous avez des moments où il faut les interroger, et ce via le canal adapté. Vous allez pouvoir préférer interroger vos clients via différents canaux, email, SMS, enquête vocale ou enquête copine, en fonction de votre cas, aussi en fonction de votre secteur d'activité, des objectifs menés à l'enquête. Et voilà, mais le but, en tout cas, l'usage final, c'est d'apprendre vraiment de vos clients. Deuxième chose, c'est aussi de les comprendre. Et là, il va falloir vraiment analyser leurs sentiments qui sont corrélés à la note exprimée. C'est pas juste un commentaire simple, c'est voir, parce que vous avez, dans un commentaire, en fait, c'est une expression libre et spontanée quand vous avez collecté l'avis. Et votre client va pouvoir déjà s'exprimer sur n'importe quel autre sujet, hein, pas forcément le moment qu'il vient de vivre avec vous. Il peut parler de toute autre chose, et puis aussi et surtout, il peut exprimer des sentiments très violents. Donc, il faut vraiment les analyser et déceler les sources d'enchantement, hein. Marie, on parlait tout à l'heure, les best practices qui seront à homogénéiser au sein de votre entreprise, et détecter vraiment les chantiers prioritaires à adresser, c'est-à-dire des choses qui reviennent tout le temps, avec un NPS vraiment très mauvais, vous avez beaucoup de détracteurs sur le sujet, et on va dire, en termes de sentiments, c'est vraiment des opinions très négatives, où on va détecter de la colère, etc. Donc, ces chantiers prioritaires à adresser, il faut vraiment les connaître. Les signaux faibles, tu en parlais aussi. Donc ça, c'est en gros, si vous voulez, on parle très peu d'un sujet, mais alors dès qu'on en parle, le sentiment il est très négatif, aussi de la colère. Donc en gros, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper, hein, quelque part. Lorsque vous détectez des signaux faibles, vous faites de l'écoute anticipative. Et enfin, identifier les clients sur le point de vous quitter. Donc il faut absolument le faire, hein, pour bien sûr reprendre la main sur votre relation client. Agir, qu'est-ce que c'est agir? C'est, on va dire, agir pour votre client, c'est gérer la boucle de retour. Vous voyez, une enquête, c'est quelque part une conversation entamée. Et à réception d'une insatisfaction détectée, eh bien, la moindre des choses, en gros, c'est d'y répondre. Donc pour ça, vous pouvez mettre en place des alertes temps réel et de traiter cette insatisfaction détectée. Agir pour votre client, c'est aussi faire rentrer la voix du client, vraiment jusque l'ensemble des collaborateurs, donc, et de la direction, hein, du top management, pour les impliquer et les employer, bien sûr, et appliquer une démarche d'amélioration continue. Votre dispositif d'écoute client, il va tourner en continu. Eh bien, il n'y a pas de raison que vos plans d'amélioration d'un point de vue stratégique, hein, si vous faites actionner ce levier, eh bien, il n'y a pas de raison que ce soit juste de temps en temps. C'est la culture client, ça se travaille tous les jours, au quotidien, et le but, c'est de la garder et de l'insuffler. Enfin, suivre, bien, si vos indicateurs, c'est les suivre en temps réel, votre CSAT, vos NPS, semaine après semaine, voir si ça augmente, si ça baisse, suivre l'évolution donc dans le temps.
si c'est voilà, une augmentation ou une baisse, et surveiller les impacts ainsi de vos prises de décision. Voir si effectivement vous mettez en place des plans d'amélioration, voir est-ce que ça a un impact ou pas sur ma perception finale de l'expérience client. Puisque aujourd'hui, clairement, en termes de différenciateurs, l'expérience client compte énormément et ça doit être pris en compte dans votre mix marketing. Et il faut vraiment voir si votre plan d'amélioration fonctionne ou pas, si vous agissez clairement au bon endroit et si ça change vraiment au niveau de la perception de l'expérience vécue d'un point de vue de vos clients. Donc faites aussi de votre indicateur en fait, vos meilleurs amis en termes d'aide à la prise de décision. Donc enfin, pardon, j'ai dit enfin poursuivre, mais c'est surtout enrichir. Alors moi je l'aime bien, celui-là, c'est le fait de dire enrichir votre connaissance client, c'est quoi? C'est affiner votre connaissance client en nourrissant vos CRM, vos applications de centralisation des interactions clientes. Il faut les nourrir des notes de satisfaction et des verbatim collectés. En gros, l'idée, c'est que n'importe qui au sein de l'entreprise qui va rentrer en relation avec vos clients, c'est de leur donner toutes les chances à vos conseillers en point de vente physique, en boutique, même dans les centres d'appel, de pouvoir personnaliser votre relation client avec les derniers indices qu'ils vont pouvoir percevoir de satisfaction client. Il est évident que si, en tant que conseiller, on se met à la place du conseiller, je vois que la dernière note qui est considérée, l'enquête a révélé que, en termes d'interaction, ça s'est très très mal passé, je ne vais pas du tout appréhender le client de la même manière. Donc c'est vraiment donner de la chance à tous les membres des équipes de personnaliser la relation client. Voilà. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, conclusion de l'enquête, est-ce que les enquêtes sont-elles vraiment mortes? Considérez-les comme un moyen plutôt qu'une fin en soi. Et clairement, il y a des dispositifs à mettre en route. Alors, on va peut-être reprendre... Tu voulais ajouter quelque chose? Sur ce point, le fait que ça soit un moyen, non une finalité, je pense qu'on en est tous d'accord sur le papier. Après, si on fait un tout petit peu d'introspection... le constat doit être nuancé. Je me souviens quand, notamment, c'était LeasePlan, il y a des banques belges également qui avaient mis en place, il y a maintenant 5 ans, et je pense qu'elle faisait partie des premières, des dispositifs de primes variables qui étaient liés à la satisfaction du client. On a trouvé ça génial, puisque souvent on ne réalise on ne fait que ce qui a du prix, et le fait effectivement de mettre du pognon, pour parler cash, sur la satisfaction des clients, ça nous semble être très intéressant. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que quand on a des enjeux financiers qui arrivent, on constate aussi qu'ensuite il peut y avoir une manipulation des enquêtes de satisfaction. Certains vont même utiliser quelques petits nudges ou quelques petites astuces pour essayer de doper leurs enquêtes de satisfaction, puisque finalement le résultat de l'enquête de satisfaction devient la finalité, puisque finalement je vais être bien payé, mieux payé si mon client est satisfait. Mais du coup, c'est moins de savoir si mon client est satisfait que si je peux proposer mettre en avant des résultats d'une enquête de satisfaction très positifs. Donc voilà, il y a ce gros warning sur finalement, aujourd'hui, quel est l'objectif d'avoir une enquête de satisfaction qui soit très élevée? Est-ce que c'est juste pour assurer mon variable? Ou est-ce que vraiment l'enquête a un objectif, une ambition, qui est finalement d'aller chercher un peu l'aspérité qui nous permettra de progresser? Et c'est là où il y a un gros warning, je pense, pour la profession, c'est de s'assurer que nos enquêtes de satisfaction soient bien faites pour nous permettre de progresser, et qu'on ne s'arrête pas au fameux doigt du chou qui consiste à dire il me faut une enquête à 5 sur 5 étoiles parce que ça me permettra d'avoir mes variables. Donc là, il y a un vrai warning, je pense, à avoir. Puis il y a beaucoup d'énergie aussi à trouver dans les feedbacks, même négatifs. Donc on en parlait, c'est source aussi de plans d'amélioration continue, c'est aussi de l'humilité de la part de la marque, de l'entreprise, de prendre en compte aussi ce qui ne va pas et mettre en place un plan d'action corrective et gérer aussi les actions correctives. Alors on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi, par exemple, rappeler un client, détecter un satisfait, et puis aller chercher ceux qui ne s'expriment pas. Alors il y avait des questions. Il y avait une question d'Irina, quelle est la définition de la réclamation? Alors, si on en a une... Alors, je crois qu'au niveau de la marque, je ne sais pas si je l'ai par cœur, mais il me semble que c'est l'expression d'une insatisfaction exprimée par un consommateur qui l'attribue à une entreprise et dont il demande la prise en compte et la non-réitération, me semble-t-il. Elle est disponible sur Wikipédia.
si vous mettez réclamation client plus Wikipédia, vous tomberez sur la réclamation de la marque. Je ne sais pas si c'est elle qui fait l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, vous en avez une qui a souvent pour en entreprise. D'accord. Donc l'expression d'une insatisfaction qu'un client attribue à une entreprise dont il demande la prise en compte et la non-réitération, je crois. Alors, Marie, intéressante ces best practices. On parlait de co-construction. Ces pratiques sont collectives, coécrites, et qui sont les auteurs? Alors, c'est du partage d'expérience de membres. D'ailleurs, si vous-même vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les déposer sur notre guide bonnepratique.marc.asso.fr. On la publiera en votre nom ou on l'anonymisera si vous le souhaitez. Alors effectivement, Paul, alors en résumé, l'écoute du client, oui. Mais sans sursolliciter. Pas évident si tout le monde écoute le client via différents questionnaires. Alors effectivement, il y a des grosses problématiques. Alors chez nous, c'est des vrais sujets. On a des chargés d'études qui sont vraiment très friands d'accompagnement en fait, de nos clients sur ce point-là. Il y a effectivement beaucoup de métriques à faire rentrer en ligne de compte pour ne pas sursolliciter. Et voilà, ça fait l'objet de toutes les préoccupations de nos chargés d'études en interne. Et effectivement, c'est pas une mince affaire. Alors, j'essaye de retracer toutes vos questions. Attendez, j'essaye de redescendre le fil. Très bon moyen, ok. Merci. Le problème, c'est que la sursollicitation ne dépend pas de nous, mais de nos concurrents, de tout autre achat que réalisent nos clients. Alors effectivement, c'est un point assez intéressant de soulever. Après, vous savez que si vous avez un fort lien d'attachement entre une forte relation qui est créée entre un client et vous, il n'hésitera pas à donner son avis. Il n'hésitera pas à passer du temps pour donner vraiment concrètement un avis. Et le but du jeu, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment passer du postulat de votre avis compte pour que votre avis soit pris en compte. Donc si vous montrez qu'il y a un effort que vous répondez même on va dire, au verbatim déposé par votre client, eh bien il va continuer, il l'acceptera beaucoup plus. Mais ça doit être une démarche qui doit être prise dès le départ dans le cadre d'enquête mise en place. C'est vraiment le dispositif d'écoute client qui fait que du coup vous allez répondre et que voilà. Et donc autre part, effectivement, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, pour les dispositifs d'écoute client, ils sont souvent installés en continu. Donc outre les règles à passer, c'est aussi le format du questionnaire. C'est plus les enquêtes seront courtes, moins ce sera contraignant on est tous pareils là-dessus. Je dépose une note, je donne un verbatim. Et clairement, c'est déjà un très très bon point de départ pour pouvoir collecter et maximiser vos taux de réponse. Très bien, je crois qu'on a fait le tour. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Merci Marie-Louis de nous avoir accompagnés sur le sujet. Ça nous a fait super plaisir de t'avoir. Donc voilà, puis surtout pour parler vraiment de le sujet de l'insatisfaction client, qui est, je pense, un sujet très très commun et qui nous passionne tous. Vendu. Très bien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.